Bonjour à tous, voici la capsule vidéo à visionner dans le cadre du cours de méthodologie du travail universitaire. Cette vidéo a deux objectifs. Le premier, vous donner des pistes pour améliorer vos capacités de mémorisation, car nous verrons que tout apprentissage est étroitement lié au fonctionnement des différentes mémoires du cerveau. Et puis le second objectif est de vous entraîner à la prise de notes sur papier lors de cet exposé vidéo. Ceci pour vous permettre de progresser dans cet exercice qui est un exercice fondamental pour réussir à l'université. Donc n'oubliez pas de prendre des notes et d'apporter vos feuilles de notes, même incomplètes, en TD, car nous nous en servirons et leur rendu vous permet aussi d'obtenir des points pour votre évaluation de méthodologie. Toutes les informations contenues dans cette vidéo sont issues des résultats de la recherche, que ce soit en pédagogie, en sciences de l'éducation, mais aussi plus récemment en neurosciences. En effet, les études du cerveau, notamment grâce aux moyens les plus modernes d'imagerie, apportent des connaissances nouvelles, mais aussi souvent des confirmations plus visibles de principes déjà connus par ces sciences plus anciennes. Sans détailler les mécanismes complexes des différents types de mémoire qui sont mis en œuvre dans l'apprentissage, nous mettrons plutôt en évidence que l'apprentissage est tributaire de la compétence de mémorisation du cerveau et que cette compétence peut s'améliorer. Donc nous proposerons quelques pistes pour aller dans ce sens. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre ? Quelle est la définition de l'apprentissage, notamment pour les neurosciences? Les neurosciences nous disent que apprendre, c'est finalement un certain nombre de modifications cérébrales suite à un stimulus. Et un stimulus, c'est une nouvelle expérience, une nouvelle information, un enseignement par exemple. Que se passe-t-il donc dans le cerveau quand on apprend? Eh bien, deux réseaux sont impliqués dans l'apprentissage. Le réseau de la reconnaissance, qui contient des lobes, trois lobes, occipital, pariétal, temporal, qui gère les informations qui arrivent de l'environnement. Par exemple, les informations visuelles sont traitées à l'arrivée du nerf optique dans le lobe occipital, derrière la tête. Les informations sonores sont traitées derrière les oreilles par les deux lobes temporaux. Et puis, le cerveau contient aussi une zone pariétale dans laquelle les informations liées aux sensations corporelles sont gérées. C'est aussi une zone qui est liée à la lecture et à la parole. Le deuxième réseau est le réseau stratégique, qui est le lobe préfrontal, qui prend en charge toutes les actions volontaires de l'individu. Et ensuite, entre ces différentes zones, existent des connexions neuronales qui voient des modifications au cours des apprentissages. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Les informations ou stimuli qui sont perçus lors d'un cours sont donc traités par différentes mémoires. D'abord, la mémoire sensorielle, qui contient des traces éphémères des informations. Les images, par exemple, persistent seulement de 300 à 500 millisecondes dans la mémoire iconique, une mémoire contenue dans la mémoire sensorielle. Les sons, eux, durent un peu plus longtemps, de 2 à 3 secondes. Ils sont stockés dans la mémoire auditive, qui est aussi une partie de la mémoire sensorielle. Et puis ensuite, les informations qui sont jugées pertinentes par le traitement du cerveau sont transférées à la mémoire de travail, qui va maintenir ces informations et les retenir quelques dizaines de secondes pour les comprendre, les analyser, les mettre en relation, les traiter en somme. En faisant par exemple un calcul, une résolution de problème, une vérification ou pour prendre une décision. Ensuite s'effectue un mécanisme d'encodage en profondeur de ces informations qui permet un transfert dans une mémoire dite à long terme. Revenons à la mémoire de travail qui est cruciale avec quelques-unes de ses caractéristiques. Première caractéristique, elle retient un nombre limité d'informations, 7 plus ou moins 2. Pendant une durée relativement courte, quelques dizaines de secondes. Elle peut être facilement perturbée par un grand nombre de facteurs extérieurs, le stress, l'anxiété, l'alcool, les drogues, etc. Et elle est de plus en plus efficace si la mémoire à long terme contient déjà beaucoup d'informations. Donc il y a un cercle vertueux qui se met en place. On apprend d'autant mieux qu'on sait déjà des choses dans la mémoire à long terme. Ensuite, cette mémoire à court terme elle contient aussi une zone très particulière qui est un tampon épisodique qui va maintenir plusieurs minutes les informations afin de réaliser une tâche, d'arriver au bout, de réaliser une tâche intellectuelle et de comparer les informations de la mémoire à long terme avec les nouvelles informations qui arrivent. Et donc tout ce processus de réflexion, de comparaison, d'analyse va permettre un encodage des informations, un encodage qui va permettre de stocker les informations dans la mémoire à long terme. Alors, comment développer ces capacités de mémorisation? C'est vraiment toute la question de cette vidéo. Eh bien, le travail commence dès la réception de l'information. L'encodage doit être de qualité. Donc, on l'a dit juste avant, pas de stress, une bonne hygiène de vie, une concentration pendant le cours,
en connectant tous ses sens, la vue, l'ouïe, etc., en manipulant dans son cerveau les informations pour les sélectionner, les ordonner, les comparer avec ce qu'on sait déjà, va permettre un encodage de qualité. Ensuite vient un mécanisme naturel qui est un mécanisme de consolidation. On montre dans la recherche qu'il commence dans l'heure qui suit les nouveaux apprentissages. Et ce mécanisme de consolidation est favorisé par le sommeil. Il y a réactivation pendant les phases de sommeil des neurones impliqués dans l'apprentissage pendant la journée. Donc on voit qu'il est intéressant de solliciter beaucoup de neurones dans la journée pour qu'ils puissent travailler beaucoup pendant la nuit pour stocker les informations. Ensuite, le vrai secret de la mémoire réside dans la répétition des apprentissages au cours du temps. Il existe un temps optimal et variable d'un individu à l'autre, au bout duquel le rappel de l'information, depuis la mémoire à long terme vers la mémoire de travail, va permettre de réapprendre et de conforter l'encodage par une boucle vertueuse ici. Se rappeler un apprentissage, c'est encore réapprendre. Ensuite viendra la phase de récupération. Cette phase de récupération, c'est lorsque l'information, on la sollicite de nouveau, qu'elle doit être restituée à l'oral ou à l'écrit, par exemple. Et cette phase est beaucoup plus rapide, plus complète, plus efficace si l'information a été souvent réapprise. Lors d'un examen, l'étudiant met en œuvre un mécanisme de récupération. Et cette récupération sera d'autant plus efficace qu'au moment de l'encodage, puis de la consolidation, les informations ont été classées et structurées au niveau du cerveau. Cette phase de récupération a été très étudiée. Par exemple, on a mené une expérience de mémorisation toute bête de 112 mots pour deux groupes. Donc le premier groupe, qui est ici en bleu, qui a mémorisé les 112 mots au hasard, les mots mélangés au hasard. Et puis le second groupe qui est ici représenté en orange, pour lesquels on a fait mémoriser les mots grâce à un classement par catégorie et sous-catégorie bien hiérarchisé. Il s'agissait des mots qui décrivaient des minéraux. Donc soit ils étaient classés, soit ils étaient mis dans le désordre. Eh bien, à la première tentative, le premier groupe qui a mémorisé les mots au hasard a restitué simplement 19% des mots appris, alors que le groupe qui les avait mémorisés de façon ordonnée en a restitué 65%. Et au troisième essai, le second groupe a restitué la totalité des 112 mots, alors que ceux qui avaient appris les mots au hasard, sans structure, ont restitué uniquement 47% des mots. Donc on voit bien que mémorisation et structuration, catégorisation, réflexion sur la mémorisation sont des mécanismes qui favorisent la qualité de cette mémoire. Pour terminer, voici un modèle de la compétence mémorisée, qui est centrale ici, proposé par quelques chercheurs. Ce modèle détaille les processus qui sont mis en œuvre lors de la mémorisation. Ces processus peuvent être soutenus par différentes actions conscientes de votre part, des stratégies à mettre en place, et ça commence par la prise de notes, par exemple. Saisir les données, ça c'est déjà commencer à mémoriser. On commence à mémoriser déjà quand on écrit, quand on prend des notes, et puis répéter, bien sûr, c'est un processus qui va permettre la mémorisation. Les enseignants pourront vous proposer de vous évaluer par des tests en ligne, par exemple. Donc ils proposent aussi d'utiliser les connaissances lors des TD, lors des TP, lors des travaux de groupe, pour soit les rappeler, soit les transférer dans des situations voisines. En tant qu'étudiant, vous pouvez aussi traiter les données. Donc activement ou passivement, activement, ça serait par exemple faire un résumé, écrire un plan, faire un schéma global de synthèse du cours, réciter à haute voix, là ça sera un traitement des données qui sera plus passif, mais qui est tout aussi intéressant. Relier les connaissances nouvelles aux déjà connues, discuter avec d'autres pour comprendre et donner du sens aux nouvelles informations, c'est aussi intéressant. Enfin voilà, la liste n'est pas exhaustive, à vous de trouver et d'inventer les stratégies qui vous conviennent le mieux pour être plus performant au niveau de votre mémoire. Merci de votre attention. Nous allons nous servir en TD des notes que vous avez prises pour continuer à travailler la compétence de prise de notes. Le simple rendu de votre prise de notes, même incomplète, vous rapportera la note maximale de 5 points sur 5. À bientôt. Merci.